Bienvenue à tous à cette causerie organisée à l'occasion de la parution du dernier livre de Mathieu Bock-Côté, Exercice politique, publié aux éditions VLB. Mon nom est Carl Bergeron et j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'animer la causerie de ce soir. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout un professionnel des communications, non plus qu'un habitué de ce genre d'événement, mais comme Mathieu est un grand ami, je me suis laissé très facilement convaincre de lui donner la réplique ce soir. Exercice politique est je crois que c'est important de le rappeler, est un livre qui rassemble non pas des chroniques, mais les meilleurs textes de Mathieu qui ont paru sur son blog du Journal de Montréal. Donc c'est des textes qui évoquent une certaine actualité, à la fois proche et lointaine, mais des textes qui réussissent de toute évidence à transcender aussi l'actualité. Et je crois que c'est ce que ce livre est venu officialiser d'une certaine manière. Nous avons convenu, quand on a discuté de la causerie de ce soir, d'éviter autant que possible qu'elle se transforme en un exercice finalement assez ennuyeux, assez scolaire, où il s'agirait d'évoquer thème par thème, de façon assez didactique, tout ce qui a été abordé dans le livre, pour plutôt se concentrer sur une conversation très libre, donc on verra bien ce que ça donnera, une conversation autour des grandes questions fondamentales qui sont au cœur d'exercices politiques, et des questions fondamentales qui se cachent derrière des grands concepts qu'on connaît bien et qui sont associés à Mathieu, par exemple le multiculturalisme, le conservatisme, l'indépendance nationale, etc. Donc je commencerai comme ça, Mathieu, en posant simplement la question. Moi, quand j'ai lu le livre, ce qui m'a tout de suite frappé, j'ai pensé à tes premiers livres, j'ai pensé à la dénationalisation tranquille, j'ai pensé à Fin de cycle. Je me suis dit, voilà un livre tout à coup tes deux premiers livres avaient une verve analytique très forte, mais ce n'étaient pas nécessairement des livres aussi philosophiques que celui que tu viens de faire paraître. Il me semble que la veine philosophique est beaucoup plus visible dans l'exercice politique. Est-ce que tu l'as pensé comme ça? Oui. Je m'explique. Il y a une formule, le titre d'exercice politique a d'abord été, avant de se modifier, Penser l'époque. Ensuite, c'était Penser l'histoire. Et d'un titre à l'autre, je devenais de plus en plus pompeux. Alors, je me suis dit que mieux valait finalement revenir à un titre plus sobre. Mais l'objectif de cet ouvrage était, dès le début, quand j'ai compris qu'à partir de quelques textes, je rassemblerais ces textes plus substantiels, plus fondamentaux, pour en faire un livre très rapidement, c'était le projet, je me suis rappelé une formule très importante de Raymond Aron, qui est une des figures philosophiques de référence pour moi. Raymond Aron dit, dans ses mémoires, puis il l'a dit souvent au fil de sa vie, que son objectif était de penser l'histoire qui se fait. C'est-à-dire comprendre derrière l'événement la tendance lourde, comprendre à travers la conjugaison des tendances lourdes, comprendre l'époque. Chercher à comprendre finalement dans quel environnement global, dans quel paysage intellectuel, dans quel paysage social, politique plus large nous évoluons. Et c'est une des tâches les plus fondamentales, me semble-t-il, dans une forme de travail intellectuel aujourd'hui, c'est-à-dire éviter de toujours, pour reprendre une formule de Finkielkraut ici, éviter de toujours croire que ce sont les événements passés qui se rejouent. Donc on a souvent cette impression, et pas seulement au Québec, de vouloir plaquer sur ce qui se passe, plaquer sur les événements, plaquer sur le cours des choses. On plaque des grilles d'analyse venues souvent d'une autre époque et on transpose les événements d'aujourd'hui dans des grilles venues d'hier. Ce qui fait que très souvent, la nouveauté du présent, la nouveauté quelquefois radicale du présent, nous échappe complètement. Alors, Aron nous dit que son exercice de philosophie est un exercice de penser l'histoire qui se fait, et c'est un peu comme ça que j'ai pensé le livre, c'est-à-dire chercher à décrypter l'époque, chercher à comprendre finalement, au-delà des 1000 événements qui traînent dans l'actualité, chercher à voir ce qui se dissimule finalement. Quelle est justement cette grande nouveauté qui n'est pas encore véritablement, qui n'est pas encore rendue visible par le logiciel interprétatif d'aujourd'hui?
qui, selon toi, reprend des grilles périmées. Quel est le non-dit, quelle est cette pensée qui est laissée de côté par notre époque? Vous connaissez probablement l'œuvre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme. C'est un titre qui a été très à la mode il y a quelques années. Et c'était dans un climat intellectuel qui nous disait c'est la fin de l'histoire. Dissolution du politique, dissolution des frontières, dissolution des questions, des contradictions existentielles. Puis il n'y avait plus de contradictions fondamentales et prises en charge par le politique. Ce qui nous était finalement réservé, c'était la gestion tranquille des jours ordinaires. Il n'y avait plus véritablement d'enjeux fondamentaux qui méritaient qu'on s'engage dans la cité. Il s'agissait simplement de faire une gestion tranquille d'un présent perpétuel, délivré de toute surprise, installé dans l'utopie de la réconciliation universelle. Ça pouvait être charmant à certains égards. Le problème, c'est que c'était faux. Et me semble-t-il que le non-dit de l'époque, pour reprendre votre question, c'était, parenthèse, Carl est un de mes grands amis, je lui ai demandé d'animer la causerie parce que c'est ce que j'appelle mon lecteur idéal. Il n'y a pas un seul texte que j'écris qu'il ne lit pas d'abord, et là je me retrouve dans la position de le vous voyez, ce en quoi la société est très pesante sur nous finalement, elle nous rappelle les codes de la courtoisie. Mais ce qui est important, c'est nous sortons finalement aujourd'hui de cette illusion étrange et toxique d'une dissolution de l'histoire, d'une dissolution du politique, d'une dissolution des civilisations, d'une dissolution des frontières. Nous redécouvrons finalement qu'il y a le politique est appelé pas seulement à gérer le quotidien, que les questions existentielles fondamentales sont encore pesantes. On découvre aujourd'hui les limites, je dirais, de l'anthropologie libérale. Vous savez, cette conception de l'être humain très présente depuis 30 ans, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de conception de l'être humain dans la cité, il n'y a qu'une série d'individus avec leurs propres valeurs, leurs propres préférences, leur propre représentation du monde, et il n'y a pas de monde commun. Il n'y a qu'une infinie dispersion des subjectivités. Eh bien, nous découvrons aujourd'hui les limites de cette vision du monde, les limites de la négation du politique, les limites de la négation des cultures. Et ce que je cherche à faire un peu dans ces exercices politiques, c'est justement à faire apparaître les clivages nouveaux liés à l'époque, faire remonter à la surface la matière politique, et quelquefois, je dirais même une chose, l'idéologie gestionnaire dans laquelle nous avons tous baigné pendant quelques années. Elle était elle-même une idéologie politique à certains égards. C'est-à-dire c'était la négation justement de la nation, c'était la négation de l'État, c'était la négation de la transmission culturelle, et on a quelquefois pris ça pour une espèce d'anti-politique ou d'anti-idéologie. Eh bien non, à travers ça, il y avait un modèle de société qui s'installait, et je crois que ce modèle de société est en crise à tous les égards. Crise, évidemment, financière, on le sait, crise dans notre rapport à la démocratie, avec tous les médias sociaux qui s'installent, crise dans notre capacité de décider démocratiquement. Évidemment, le rapport à la nation demeure fondamental ici. Donc je crois que je dirais, nous sortons de l'illusion de la fin de l'histoire, étrangement. Et je crois que dans ton livre, moi, ce qui ressort en premier aussi, c'est tu décris une certaine souffrance, c'est-à-dire la souffrance dans laquelle est laissé l'individu qui est justement l'individu type de l'univers libéral. Et ça me frappe beaucoup quand dans tes textes par exemple, quand tu parles d'Oprah Winfrey, l'idéologie d'Oprah Winfrey, c'est exactement ça. C'est une critique très rude, très, très lucide des dévastations d'une certaine société marchande, qui colporte aussi, pour reprendre un peu ce que tu dis, sa propre idéologie. Lorsqu'on entend Oprah Winfrey, elle a une idéologie très volontariste, très compétitive, très libérale, justement, où les plus forts sont au sommet, évidemment, et les plus faibles sont en bas. Et si vous êtes un faible, c'est parce que vous n'avez pas cette volonté. Et elle évoque son propre exemple, qui est exceptionnel, en effet. Mais ce que tu dis dans ton livre, c'est qu'on ne peut pas ériger en loi, en une règle, le seul exemple d'Oprah Winfrey. Oui, c'est un thème qui m'a frappé, je me souviens, vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois, il y avait la visite, non pas du pape à Montréal, mais de la papesse, c'est-à-dire Oprah Winfrey, qui arrivait ici avec son message prophétique, message terrifiant pour peu qu'on le prenne au sérieux. Elle nous dit, il suffit de le vouloir pour devenir exceptionnel. Il suffit de le désirer vraiment, de puiser en soi les énergies, le courage, et vous deviendrez comme moi.
c'est-à-dire riche et célèbre, y a-t-il d'autres idées possibles de la vie bonne? Il y a, à travers cette idée du self-made man, il y a dans cette idée de l'individu qui se crée lui-même par sa pure volonté, quelque chose de terrifiant. Parce que ça consiste à dire que si vous n'êtes pas aussi exceptionnel que moi, c'est que vous l'avez voulu. Vous avez manqué de courage. Quand c'était difficile, vous n'avez pas été capable de transgresser vos limites. À certains égards, derrière le mythe de l'individu exceptionnel surpuissant, se cache un mépris terrifiant pour tous ceux qui ne sont pas au même niveau dans la société. Et j'ajouterais une chose là-dessus. Il y a une négation terrible des déterminants élémentaires de la sociologie. C'est-à-dire, c'est ce que je dis dans le texte, quand une entreprise ferme dans une région et que les travailleurs qui sont sapés ont 53 ans, ils n'ont pas 18 ans, puis ils ne peuvent pas conquérir le monde par la pure volonté. Non, il y a une famille, ils sont pris dans cette région-là, il y a une maison. Suffirait-il qu'ils le veuillent, qu'ils ne se transformeraient pas d'un coup en héros du capitalisme? Et ce qui me frappe à travers ça, c'est la fragilisation de l'individu et du secours que la société doit lui apporter aujourd'hui. C'est-à-dire, au nom de l'individualisme radical, on s'est dit, on va faire sauter tous les cadres. Hein? L'école doit simplement permettre de cultiver son moi. La famille, institution contraignante trop pesante, délivrons-nous de la famille. La nation, elle nous empêche d'accéder au monde. Quant à l'État, quelle pesante structure qui nous empêche d'exprimer notre individualité. Il y a quelque chose de terrifiant là-dedans, c'est-à-dire qu'on oublie que la société doit donner un coup de main à l'individu. La société doit poser, je dirais, des cadres protecteurs. Alors ça, c'est pas un mot qui est à la mode, la protection. Hein. Le mot qui est à la mode, c'est l'émancipation, l'individu qui se délivre de toutes les entraves pour affirmer sa singularité. Ce que je disais dans ce texte, c'est premièrement qu'il fallait réhabiliter les cadres protecteurs qui permettent à l'individu de s'épanouir. Alors là, je disais l'importance de la transmission culturelle, l'importance des grands repères de civilisation, l'importance du politique. Et je réhabilitais aussi cette idée, me semble-t-il, j'emprunte moins l'idée à Michéa, que je la découvre à travers un autre point de vue, ce qu'on appelle la vie décente. Plutôt que l'idéal de la vie exceptionnelle, celui de la vie décente. C'est-à-dire une vie avec suffisamment de sécurité, de sérénité, une vie où il est possible de transmettre culturellement, une vie où on n'est pas toujours obligé de s'arracher à soi-même pour découvrir qui on est véritablement, une vie qui n'est pas rythmée par les chutes, les redressements, chutes, redressements, mais tout simplement l'idéal d'une vie décente. Et ça, c'est une vie que notre époque nous refuse à certains égards, parce qu'on dit que c'est une vie ennuyeuse, une vie banale. Quoi? Vous ne voulez pas être pharaon? Mais alors, comment osez-vous vous complaire dans cette vie misérable qui n'est pas portée par la promesse de l'exception? Et derrière cette obligation d'exceptionnalité, il y a un terrible mépris du monde commun qui est pourtant indispensable à la vie en société. Je pense que une des Excusez-moi, je m'emporte. Non, ça on l'aime comme ça. Une des explications de ça, je pense, c'est que l'anthropologie libérale, justement, se fonde d'abord et avant tout sur une exaltation du désir. Donc, quand on parlait d'Oprah Winfrey et son volontarisme, c'est ça aussi. Et puis, le culte du désir, je ne crois pas j'allais faire un mauvais jeu de mots, j'allais m'en abstenir, première expérience d'animation. Donc, c'est le désir d'abord et avant tout, et qui vient refouler l'importance du... en fait, qui entre en pleine contradiction avec le principe du devoir. Donc, quand tu parles, par exemple, de la nation, le cadre national qui s'efface progressivement, justement sous l'effet de la grande anthropologie libérale, la famille, c'est la même chose. Ce sont toutes des institutions qui, justement, qui placent le devoir au cœur de leur mission, au cœur de leur sens même. C'est le devoir. Et est-ce que justement, cette souffrance indicible, en tout cas de plus en plus visible, mais elle est encore mal théorisée, de l'individu libéral, vient pas du fait que le devoir, contrairement à ce qu'on croyait, répond à un besoin anthropologique fondamental. Les gens ont besoin justement de s'épanouir dans un cadre qui ne soit pas seulement celui du désir, qui soit aussi celui du devoir, qui est aussi un principe structurant de la personnalité qui situe l'individu dans une durée
et qui, en cela, justement, apaise la souffrance. Oui, je reprendrai, il y a une formule toute simple. Il faut quelquefois se référer aux formules de la culture populaire pour avoir accès à des vérités élémentaires enfouies par le monde publicitaire. La satisfaction du devoir accompli. Ça peut paraître banal comme formule, mais ce ne l'est pas. C'est-à-dire que l'individu ne se définit pas simplement par rapport à sa propre règle, mais par rapport à ses engagements aux autres. Autrement dit, il n'existe que par sa capacité à s'inscrire dans un monde commun. Ce que vous parlez, quand on parle de l'individu, je situerais ça dans notre rapport à l'école, à la question de la pédagogie. Il y a eu un grand revirement pédagogique depuis une quarantaine d'années. L'école, autrefois, prenait pour acquis que cet être étrange, inattendu, qu'est l'enfant, boule de désir, d'émotions, personnalité en construction, devait être éduqué par la société, devait être élevé par la société. Hein. Le beau mot élève, c'est-à-dire vers le haut. On présupposait par là qu'il y avait un individu inachevé, incomplet, qui ne pourrait s'épanouir que parce qu'il serait invité dans la société à respecter une certaine... On lui inculquerait certaines valeurs, on l'habituerait au monde commun, on lui apprendrait cette vérité choquante qu'il naît dans un monde qui lui précède et qui lui survivra. C'est terrible ça pour notre époque, c'est-à-dire à l'heure de l'individu auto-créé, qui ne tolère pas que le monde ne se réduise pas à sa volonté, on lui dit « le monde t'a précédé, il te survivra, tu devrais y contribuer plutôt que de croire de le reprendre par ta pure volonté ». Ben à partir de là, quand on a cette idée, il y a une pédagogie qui vient avec ce mépris de la société, ce mépris de la culture. Qu'est-ce que c'est? C'est cette idée qu'on va cultiver la créativité et le moi intérieur de chacun, plutôt que de l'amener à rencontrer ce qui le dépasse et qui le transcende, c'est-à-dire les œuvres, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la communauté politique. Donc, dans cette espèce d'enfermement de l'individu en lui-même, il ne peut y avoir effectivement qu'une terrible souffrance. C'est-à-dire un individu enfermé en lui-même, qui ne trouve plus dans la société les repères, les renforts pour être capable non seulement de construire sa propre individualité, mais de répondre aussi à ce désir de devoir, paradoxalement. C'est-à-dire cette volonté, justement, de participer à quelque chose qui n'est pas simplement dans la pure poursuite de la vanité des plaisirs individuels, la satisfaction du désir momentané. Il y a une satisfaction existentielle au fait de participer à quelque chose de plus grand que soi. Et je suis persuadé que cet individu libéral, aujourd'hui, toujours centré sur lui-même, incapable d'admirer quelque chose qui le transcende, incapable de s'élever dans une cause commune, c'est un dépressif potentiel absolu. C'est-à-dire quelqu'un qui est incapable, justement, de transcender sa singularité, de s'inscrire dans le monde, d'avoir l'humilité nécessaire pour dire « ce monde ne se réduira pas à mes désirs », le monde lui envoie un déni, la réalité qui dit « désolé ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça provoque une détresse infinie. Et là, on en arrive dans une société qui fonctionne à la régulation pharmaceutique des émotions. Alors, j'en reviens à cette idée. Je crois que ça, c'est une idée qui est importante dans l'exercice politique. On a cru, c'est vraiment le modèle libéral dans ce qu'il y a de malheureux. Je veux dire, Dieu sait que je ne suis pas un anti-libéral. La démocratie libérale, j'aime ça. J'aime les élections, j'aime l'économie de marché modérée, j'aime la liberté de presse, j'aime tout ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est la pauvreté de la conception de l'être humain qu'il y a quelquefois dans le libéralisme. On nous dit, chacun a sa propre conception de l'être humain et nous n'avons rien d'autre en partage que les règles de droit pour réguler nos individualités. Nous n'avons pas d'autre conception de la politique que ne pas entraver la liberté de l'autre. Nous sommes incapables d'imaginer un monde commun. Eh bien, vers quoi on se retrouve? La conception de l'être humain, qui est au fondement de notre société aujourd'hui, est une conception appauvrie. C'est une conception, quelquefois, mutilée. C'est une conception mutilée parce que l'être humain, on néglige toute une part de lui-même, ce désir d'hériter. On néglige l'autre part de lui-même, cette capacité à s'inscrire dans la cité, à admirer quelque chose qui le dépasse. Alors quand on laisse l'individu en lui-même, il lui reste quoi finalement? C'est l'hypnose par le divertissement, c'est la régulation pharmaceutique des émotions que j'ai évoquées tantôt, et c'est quelquefois une grande détresse qu'on ne veut pas nommer parce que n'oublions jamais que notre société est la plus merveilleuse qui a eu lieu. Alors, est-ce que jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'il y a une fin forcément au règne justement de ce libéralisme qui a perdu le sens de la cité, ce libéralisme procédural de la fin de l'histoire? Il y a forcément une fin et il est relativement récent. C'est enfin dans l'expression dont on parle depuis tout à l'heure, ça date peut-être, je ne sais pas, moi peut-être surtout depuis une vingtaine d'années, au fond depuis la chute du communisme. Donc c'est une parenthèse historique. À l'échelle de l'histoire, c'est relativement dérisoire.
mais jusqu'où ça va aller? Est-ce que quel futur tu vois justement? Est-ce que tu vois une période de transition qui viendrait justement avec un ressaisissement politique, dans un contexte de crise économique par exemple, qui forcerait justement les communautés à se resolidariser? J'ai une formule que j'utilise depuis des années pour décrire mon rapport au monde. C'est les choses vont beaucoup plus mal qu'on le croit, mais peuvent aller mieux qu'on l'espère. Ça définit en gros cette forme de pessimisme actif qui, dans mon rapport au monde, c'est-à-dire notre époque est beaucoup moins belle qu'on ne le croit, mais l'être humain n'est pas condamné, cela dit, à perpétuellement s'affaler, à consentir à médiocrité ambiante. Alors, je crois que le problème de chaque époque est de se croire indépassable. Hein, et ça, je l'ai souvent cité parce que ça m'a profondément marqué il y a quelques mois. J'étais dans une phase politiquement semi-dépressive, c'est-à-dire je me disais l'indépendance du Québec à laquelle je tiens absolument n'adviendra pas. C'est un monde terrible. Comment ferais-je pour vivre toute ma vie dans une province bilingue et multiculturelle, fière d'avoir intériorisé l'idéal trudeauiste, et j'embêtais les gens autour de moi avec ma déprime. Et je lis un magazine, une revue française, 1987, qui rassemble une série d'experts sur la question du communisme. L'Union soviétique. Certitude absolue des commentateurs et des analystes, le communisme va durer encore 100 ans. Le mur de Berlin ne tombera jamais de notre vivant. La division du monde entre l'Est et l'Ouest est définitivement inscrite dans la réalité de notre époque. N'espérez rien d'autre qu'une coexistence pacifique. Moins de 1000 jours plus tard, le communisme s'effondrait, l'Union soviétique s'effondrait, les libertés civiles étaient restaurées en Europe de l'Est, les nations d'Europe de l'Est retrouvaient leur souveraineté. L'évidence de 1987 devenait l'absurdité de 1991-92. Alors, nous vivons, alors je ne compare certainement pas notre époque au monde dominé par l'Empire rouge, mais je me dis, ce qu'on prend pour les grandes évidences de notre temps viennent de plus en plus avec des points d'interrogation. Ce qu'on prenait comme allant de soi, prenez par exemple la fameuse figure du multiculturalisme. Pendant un temps, la contestation du multiculturalisme n'était possible que dans les marges de l'espace politique. Aujourd'hui, il s'agit d'un programme politique pour certains, légitime, accepté à tout le moins par une frange significative de la population. Pensez à la critique du pédagogisme, c'est-à-dire l'espèce d'idéologie étrange derrière la réforme scolaire. Elle est de plus en plus contestée. On est à la recherche finalement d'une réhabilitation des humanités classiques pour le meilleur et pour le pire. Alors, je crois qu'il y a ce malaise. Le génie politique, qu'est-ce que c'est? Je dirais, c'est convertir un malaise en espérance. C'est voir le malaise, le nommer. Parce qu'on le nomme, on a une emprise sur lui. Parce qu'on a une emprise sur lui, on est capable ensuite de faire basculer l'histoire. Et je crois, mais ça c'est mon espérance qui parle, qu'il y a une espèce de sentiment de plus en plus vivant dans nos sociétés de cette impasse, d'une certaine conception de l'être humain, d'une certaine conception de la transmission, d'une certaine conception du politique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va simplement revenir au monde d'hier plus rassurant? Bien sûr que non. Mais je crois qu'on arrive au stade limite de cette espèce d'utopie libérale, communicationnelle, qu'on nous a présenté comme la seule évidence possible. Et je ramène ça à la question de l'indépendance du Québec. Je suis incapable de ne pas en parler. L'indépendance du Québec a cette vertu immense d'être un projet qui n'est pas compréhensible dans les seuls termes de la société des individus désirant s'épanouir dans le divertissement. La vertu de ce projet est de porter intrinsèquement l'idée du collectif. Et la vertu de ce projet, c'est justement de forcer l'individu à assumer la part du collectif qu'il transforme en citoyen. L'indépendance du Québec n'est pas un projet parmi d'autres au Québec. C'est à travers lui, ce projet, ou à travers elle, l'indépendance, qu'on a accès aux questions politiques les plus fondamentales. La liberté politique, la capacité de s'autodéterminer, le rapport d'une collectivité avec son passé, la capacité de réconcilier l'enracinement et l'universel, l'enracinement et le cosmopolitisme. Donc, c'est parce que je crois, il y a ce projet est d'autant plus vertueux et capable de s'accomplir que s'il s'inscrit en faux avec l'époque, plutôt que de toujours lui courir après en espérant plaire à la dernière mode possible. Mais ce qui est juste, c'est que l'indépendance nationale, ou en tout cas le référent national, est une façon de lire la réalité québécoise qui ne semble pas... qui semble en fait absolument centrale. Si les Québécois marginalisaient
définitivement l'indépendance et le référent national, seraient-ils encore en mesure de lire, de comprendre ce qui leur arrive? Parce que c'est fou, quand dans ton livre, tu en parles aussi, tu parles par exemple, dans ton texte sur Stéphane Dion et Jean Chrétien, tu as quand même un certain type d'homme politique que la réalité québécoise et sa lourde question nationale a engendré. Et quand on regarde notre histoire, c'est ça, c'est vraiment... on ne peut pas nous accuser non plus d'être obsédés par la question nationale. Elle est obsédante quand on regarde l'histoire du Québec. Elle définit entièrement le parcours de ce peuple. Et la question nationale a engendré des types politiques, des types sociaux. Est-ce que c'est pas ça justement que tu pressens dans cette disqualification revendiquée de plus en plus de l'indépendance dans certains groupes de la population? Deux éléments. Le texte auquel je fais référence, Carl, c'était, vous comprendrez la nuance analytique, Stéphane Dion et Jean Chrétien, consultants internationaux en enfermement de peuple. Parce qu'ils se sont promenés en Catalogne et en Écosse en expliquant comment, grâce à la loi Sévin et aux techniques d'encadrement et de mise en tutelle de la démocratie québécoise, il était parfaitement possible, dans d'autres cas, d'empêcher les sécessions indésirées. Et autrement dit, il y avait une expertise politique québécoise qui se développait aujourd'hui sur la scène internationale, qui est celle justement de gens qui ont été provenant du peuple québécois, qui ont eu un rapport trouble dans leur loyauté politique au Québec, pour le dire ainsi, et qui aujourd'hui vendent leur expertise à travers le monde pour expliquer comment mater les mouvements nationaux. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez horrible à travers ça, c'est-à-dire, et ça je reviens souvent sur ça, un peuple qui échoue dans son indépendance ne revient pas au statu quo. Un peuple qui échoue son indépendance connaît une dynamique de régression collective, régression identitaire, régression sociale, souvent régression politique très certainement. Et je crois que le Québec est engagé à certains égards depuis quelques années, bien que je reprenne un peu d'espoir ces jours-ci, dans cette dynamique régressive. Avec ce qui est un peu d'horrible, c'est-à-dire quel est le malheur que le Canada nous fait à certains égards? Le Canada nous casse en deux. D'un côté, il y a la référence à l'enracinement, à l'entre-soi, à l'identité pour nous, ça c'est le Québec. Et il y a la référence au cosmopolitisme, à l'ouverture, au monde, à la capacité d'embrasser le monde, ça c'est Ottawa. Autrement dit, le Canada nous dit, c'est très bien l'entre-soi provincial, conserver cette particularité ethnique touchante qui est la vôtre. Mais lorsque vient le temps de parler des affaires du monde, le Québec n'est pas une référence pertinente. Et c'est ça le drame de notre non-indépendance de ce point de vue, c'est-à-dire l'indépendance du Québec a pour vocation, si elle advient, de nous permettre de trouver une synthèse originale entre l'enracinement et le cosmopolitisme, entre le particulier et l'universel. Et on ne peut pas renier la question nationale sans renier le Québec. Je conçois parfaitement, par un effort d'imagination considérable, qu'on puisse ne pas être souverainiste. Mais si... Je la trouvais bonne. Mais si on peut ne pas être souverainiste, je vois mal comment on peut dire que la question nationale est un fantasme. Je vois mal comment on peut dire que la question nationale ne se pose pas. On peut ensuite lui proposer différentes réponses possibles. Mais ceux qui nous disent que la question nationale n'existe plus, qu'on doit consentir à l'évolution gestionnaire d'un Québec dans les paramètres que le Canada lui consent, qui sont d'ailleurs toujours de plus en plus étroits, un Canada qui met en tutelle notre démocratie en nous disant toujours quelles sont les limites qu'on a le droit de franchir et celles qu'on n'a pas le droit de franchir. Notez par exemple dans tout le débat sur la charte en ce moment, qu'il y a des gens pour ou contre la charte, ça va de soi, il y a des gens qui sont favorables, ça m'apparaît aller de soi. L'argument qui me semble irrecevable, c'est oui, mais ça transgresse le cadre de 1982. Ça tombe bien, c'était mon intention. Et quand on nous présente comme un cadre objectif, indépassable, fondamental et formateur de toute réalité, le cadre constitutionnel que nous n'avons pas signé et qui s'applique à nous et qui de plus en plus s'installe dans nos consciences à la manière d'une espèce de loquet théorique qui nous empêche de faire un usage de la souveraineté qui nous reste et de l'autodétermination qui nous reste, il m'arrive dans ces moments de me dire que ceux qui nient la pertinence de la question nationale sont devenus tout simplement indifférents à la réalité du Québec. Alors, une fois que c'est dit, ça ne veut pas dire qu'on part en référendum demain matin, mais ça veut dire que la question nationale est à reconstruire au Québec, en sachant que nous ne sommes plus en 1960, mais en sachant par ailleurs que le fait de vivre en notre époque ne veut pas dire que la question de la nation ne se pose plus. Sauf que, par exemple, dans ton texte sur Chrétien-Dion, tu parles justement des ravages, tu parles du style psychologique que représentent Dion et Chrétien.
que le régime fédéral, il y a un conditionnement qui est rattaché au régime fédéral. Les Québécois apprennent à vivre dans des paramètres qui ne devraient pas être les leurs, finalement, dans des paramètres très extérieurs. Et tu dis que ça fait des ravages aujourd'hui, particulièrement dans la jeune génération. Oui, oui, oui. On le voit surtout dans... J'ai participé à un débat récemment sur la question de la langue française à MaTV. Et sur l'avenir du français, et la question l'argument contre les protecteurs du français, les défenseurs du français au Québec, c'était: nous ne sommes plus à l'époque, il n'y a plus de dimension conflictuelle dans le rapport entre les langues au Québec. Donc la langue n'est plus une culture ou une référence, ce n'est qu'une préférence individuelle qu'on peut parler librement. D'ailleurs, vous noterez que nous assistons de plus en plus aujourd'hui à l'émergence de ce que j'appelle le Justin Trudeau, c'est-à-dire parler de deux langues dans la même phrase. Bonjour, I'd like to tell you que je vais bien. Il y a quelque chose d'un peu loufoque à travers ça. Mais donc oui, ce conditionnement canadien vient avec ce que j'appellerais la désaffiliation de Montréal par rapport au reste du Québec. Montréal se pose désormais comme le point d'évolution absolument sophistiqué qui est appelé à se détacher d'un Québec francophone rétrograde, passéiste, arriéré. Et à partir de là, ça transforme notre définition de l'intégration des immigrants. Parce que la vocation de l'immigrant, est-ce que c'est de s'intégrer à l'identité québécoise? Alors ça veut dire la référence à la majorité francophone, l'histoire du Québec, embrasser d'une manière ou de l'autre la question de notre liberté politique par les Français. Ou est-ce que ça consiste à s'intégrer à l'identité montréalaise, qui est une identité qui se dit bilingue et multiculturelle, une identité qui finalement, où le français n'est qu'une langue sur deux et tout ça. Je constate que ce discours, sans être hégémonique ni dominant dans la jeune génération, est particulièrement présent dans la jeune génération. Ce qui n'est pas surprenant, elle a évolué toute sa vie dans le régime de 82. Et les souverainistes eux-mêmes, trop souvent, par manière pénitentielle, ont accepté d'évoluer dans ce référent de 82. Et ça, c'est assez inquiétant, parce que ça veut dire, autrement dit, que le sentiment identitaire se recompose dans les termes du montréalisme, comme j'appelle ça. Je suis le contraire de quelqu'un qui déteste Montréal, mais je crois tout simplement que Montréal est la métropole cosmopolite d'un Québec francophone, et non pas une métropole cité-État appelée à faire sécession mentalement, une forme de partition mentale par rapport à un Québec dont elle devrait s'émanciper. Et dans ce débat, c'est ce qu'on me répondait. J'étais en débat avec quelqu'un qui se présentait comme ce n'était plus un angry phone, ce n'était pas Don McPherson, c'était un jeune anglophone ouvert au Québec et tout ça, mais il ne cessait de dire justement, m'ouvrir au Québec, c'est m'ouvrir au bilinguisme montréalais. Et quelqu'un disait dans le débat qui a suivi, je crois que le Québec est une société distincte, virgule, parce que le Québec est capable justement d'instituer le bilinguisme collectif comme norme culturelle. Là, je me disais, ça, c'est avoir intériorisé quand même le mythe trudeauiste, pas à moitié, c'est-à-dire le bilinguisme comme marque distinctive de la société québécoise. Si j'avais eu une formule plus méchante, j'aurais dit « est bonne ». Je vais citer un passage de ton livre. La tentation d'en finir avec le fardeau de la condition québécoise est telle en ce moment qu'il m'arrive de croire que nous nous battons simplement parce qu'il serait contre l'honneur de capituler. Le climat idéologique pousse tellement à la fragmentation du collectif et à l'évidement historique de l'identité québécoise qu'on peut se demander si ce n'est pas la dignité qui nous interdit de passer du pessimisme au désespoir. Mais la dignité n'est pas un mot creux, ne serait-ce qu'en son nom, la bataille vaut la peine. Il arrive que la dignité permette la renaissance d'un peuple. Et là, tu conclus en disant, ici, c'est l'espérance qui parle. Et j'ajoute tout de suite, moi, quand j'ai lu ces lignes, j'ai tout de suite trouvé que c'était les plus sombres du livre. Vraiment, on sent tout à coup une chute de pression intellectuelle. Donc, on s'avachit dans notre fauteuil, on est un peu sonné. Mais ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est, puis là, on revient aussi un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'anthropologie libérale, est-ce qu'il n'y a pas, dans la dignité, justement, dans l'honneur, est-ce qu'il n'y a pas un poids politique énorme, là, qui est complètement mésestimé par l'idéologie dominante, là, triomphante, dont on a discuté tout à l'heure, qui place toutes ses billes sur le terrain de l'ambition? Parce que c'est ça, au fond, que le régime fédéral fait, ou l'idéologie montréalaise. Ils disent aux jeunes, vous êtes des ambitieux, on comprend ça. Donc, voyez, bon, le bilinguisme, évidemment, leur argument, c'est surtout dans l'ambition sociale, bon, monter la hiérarchie sociale, le monde des affaires, la prospérité, que je ne méprise pas, mais je me contente de constater que c'est au premier rang, finalement, de leur argument politique. Tandis que de l'autre côté, du côté, si on veut, du côté national, option, pour l'instant, mise de côté, aussi par les jeunes générations, mais est-ce que eux
justement, ne risquent pas de ressentir tout tard, à tout moins si on peut réactiver chez eux cette vertu, est-ce qu'ils ne risquent pas, eux aussi, un jour, d'avoir besoin de répondre à quelque chose qui ressemble à un idéal, un honneur, une dignité? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment, justement, d'humiliation un peu sourde actuellement chez le peuple québécois? Je crois effectivement qu'il y a... c'est un beau mot, hein, l'honneur. C'est un mot qui est terriblement désuet, peut-être pour cela que je l'aime, mais c'est un mot magnifique parce qu'il n'appartient justement pas aux catégories intellectuelles de l'hypermodernité. L'hypermodernité connaît la fierté, c'est-à-dire l'amour décomplexé de soi. L'hypermodernité connaît le désir de célébrité, c'est-à-dire le fait justement que tous justement nous aiment pour les raisons qu'on voudrait qu'ils nous aiment. Mais l'honneur est un mot ancien, c'est-à-dire c'est une marque de fidélité à des choses qui nous transcendent et qu'on ne peut renier sans se renier soi-même. L'honneur, qu'est-ce que c'est? C'est si je renie cet idéal qui n'est pas moi, mais qui me constitue, alors je m'avachis moi-même. Et je crois qu'il y a dans la condition québécoise cette aspiration à ce vieux désir d'achèvement. C'est notre rapport à l'honneur politique qui se joue à travers ça. Et je crois que ce sentiment inversement du déshonneur possible, c'est-à-dire le jour, et ça je l'ai souvent dit, le jour où les Québécois vont accepter que l'indépendance ne se fera jamais, je ne dis pas qu'elle ne se fera pas dans 25 ans, qu'elle ne se fera jamais, que c'est fini, que c'est réglé. Je crois que le Québec va se casser, les ressorts les plus intimes de la condition collective vont se briser et on va assister à ce que veut dire véritablement. On a longtemps redouté l'assimilation au Québec. On en a une vision quelquefois caricaturale, un peu sur le mode de la Louisiane. Non, ça va être tout simplement une volonté de dissolution du peuple québécois. C'est-à-dire le jour où on va accepter que tous ces immenses efforts n'ont rien donné, qu'on a été vaincu finalement, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, il va y avoir un affaissement si terrible au Québec, une perte de substance collective, une dissolution de soi-même. Mais c'est justement en ce moment que je suis terriblement gaullien. C'est-à-dire, De Gaulle, pour ceux d'entre vous qui me connaissaient un peu, je crois que c'est la figure la plus importante du XXe siècle, politiquement bien sûr. De Gaulle flirte toujours avec la possibilité de l'échec. C'est-à-dire, il regarde la France et quand on lit le général, il y a des propos quelquefois d'un désespoir absolu et quelquefois très méchant. Que voulez-vous faire avec ces veaux, dit-il des Français. Bon, on pourrait se dire qu'il pourrait être un peu plus clément avec le peuple qu'il veut émanciper. Mais chaque fois, à la différence d'un Sioran, à la différence d'un penseur de la décadence, à la différence d'un penseur qui en vient à se complaire dans le nihilisme, parce qu'il y a un infini confort dans le nihilisme, savoir que tout est fini. Et le dire aux autres avec le sourire satisfait du cynique décomplexé, ça doit être très rassurant, on doit se sentir supérieur. Je sais que tout est foutu, bande d'espérants. Bon. Inversement, c'est devant cette possibilité justement de la dissolution, c'est devant cette crainte de la perte de quelque chose de précieux et d'intime qui s'appelle notre Québec, c'est devant cette peur de la dissolution que peut se réactiver ce sentiment d'honneur collectif, cette idée qu'on est obligé de reprendre du service, finalement, pour le Québec. Alors là, vous me direz, je situe la question nationale à un tout autre registre que celui de comment gagner la prochaine élection. Mais ça me semble pourtant la question la plus importante, c'est-à-dire, quels sont les affects premiers, les fibres sentimentales dans le bon sens du terme, les affects légitimes qu'il faut interpeller pour réveiller chez les Québécois le sens national? Et je crois que la vertu des débats sur la question identitaire, quoi qu'on en pense, c'est justement de nous rappeler que la politique n'est pas que gestion, qu'elle touche les fondements même de la société, la définition même de ce que nous sommes comme peuple. Et peut-être nous souviendrons-nous, si on travaille dans cette direction, que nous ne sommes pas qu'une société. Nous sommes aussi un peuple. J'entends par là un peuple, c'est une communauté de destin, une âme. Renan disait un principe spirituel. Le fait d'appartenir au monde à partir de la médiation d'une certaine culture. Non pas pour s'y enfermer, mais pour savoir qu'on accède à l'universel simplement en s'inscrivant dans un contexte de sincérité. Être un peuple au lieu d'une société, aux yeux de l'histoire, c'est sauver sa dignité, au fond. On existait, on est petit, on a existé. Et il y a un beau texte dans ton bouquin où tu parles, il y a toute une méditation justement sur j'allais dire, la vanité
des choses terrestres aussi. C'est un texte très noir, mais très, très profond aussi. Tu es au musée au Met à New York, et puis tu assistes à une exposition, et là tu vois des très vieilles civilisations qui ont disparu. Et là c'est très, très intéressant. Moi, ça me fait sourire de voir Mathieu Bock-Côté, qui est quand même l'incarnation d'une extrême vitalité, toujours débordante, toujours énorme, et toujours quelque chose à dire. Et on n'imagine pas douter, hein, justement, avant d'aller sur une tribune, de commencer à douter de lui-même. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller parler? Non, il y va tout le temps, bon, avec sa pleine volonté, tout son enthousiasme. Et là, tout à coup, on le voit, lui, devant ces vieilles civilisations qui ont disparu, et là, il dit, mais à quoi bon? Est-ce que c'est pas dérisoire, finalement? Est-ce que toute cette énergie que l'on met pour sauver notre cher Québec, comme tu disais, est-ce que c'est pas dérisoire, au fond? Est-ce que la leçon à tirer de l'histoire, c'est tout simplement la solution de l'ascète, c'est-à-dire de se retirer carrément de la cité pour approfondir le mystère philosophique de l'existence, c'est la quête des ascètes. Est-ce que ça vaut la peine de s'engager en commun? Parce que tout ça, de toute façon, va s'évanouir. Jacques Godbout, on se souvient, il y a quelques années, avait soulevé la polémique parce qu'il disait, il avait lancé comme ça, dans 75 ans, Québec, là, c'est terminé, c'est enterré. Et évidemment, ça avait suscité beaucoup de réactions. Mais c'est pas farfelu, aux yeux de l'histoire, de s'imaginer que dans 100 ans, le Québec, tel qu'on l'a compris jusqu'à maintenant, que son parcours historique s'enlise dans les sables de l'histoire, et au fond que ce soit vraiment autre chose qui se reconstruise dans 100 ans. Donc, pourquoi agir maintenant? Et c'est là que tu fais un portrait de tous ces gens qui se sont engagés, qui avaient cru que lorsqu'ils sont engagés à leur époque, ça avait une immense importance pour eux, que c'est comme ça, au fond, que l'être humain, c'est en s'engageant dans la communauté qu'il trouve un sens à l'existence. Il faut y aller, autrement dit, il faut avoir la foi. Oui. Mais c'est une forme très sécularisée de la foi, et qui serait incarnée finalement dans la communauté, dans la cité, hein, qui serait la maison de l'homme. C'est là où il peut habiter véritablement l'existence. Oui, absolument. Vous pardonnerez un seul instant. Alors, absolument. J'étais au musée à New York avec ma conjointe, je pense que c'était à peu près il y a 1 an. Et là, je ne sais quelle civilisation on est. C'est magnifique, on pourrait y passer des années, puis on en sortirait toujours avec l'impression d'avoir 1000 choses à apprendre. Mais une inscription, puis là, ça résume environ 800 ans de l'histoire d'une civilisation en 1 paragraphe et demi, en nous disant l'essentiel de ce qu'on doit retenir. Et je les ai quand même. Hein? Presque un millénaire. On connaît peu sur eux. On en connaît quand même. Il y a des artefacts, il y a des traces, il y a des pièces. Et en 1 paragraphe, on nous dit l'essentiel. Et de cette civilisation, elle n'existe plus que pour quelques spécialistes qui l'enseignent dans les universités et pour quelques badauds qui se promènent dans les musées qui, pour quelques instants, découvrent son existence avant de se dire qu'ils doivent aller manger. Alors, ça m'a frappé et je me suis dit, mon Dieu, ça peut paraître banal, on est tous au courant de ça, mais il y a des moments où ça nous frappe intimement. Tout ça va se dissoudre finalement. Dans ce qui me semble le plus fondamental, le plus absolu, dans 250 ans, dans 400 ans, dans 500 ans, on aurait eu vaguement le souvenir, à la manière d'une note de bas de page, que tout cela a peut-être existé. Et pourtant, ça c'est le point de vue, je dirais, c'est ce que j'appelle la complaisance d'un certain nihilisme. C'est pas vrai. Il y a la possibilité de l'ascète. J'admire profondément ceux qui ont cette capacité de l'ascèse, de se mettre à l'écart de la cité et de méditer sur les questions éternelles. Je n'ai pas ce tempérament. Je crois, inversement, je regardais ça et je me disais, ah non, mais justement, c'est en embrassant comme si elle avait valeur d'éternité, comme si elle avait une forme, je dirais un absolu relatif, on me pardonnera, c'est-à-dire un absolu relatif, quelque chose qui vaut la peine qu'on se sacrifie pour lui, tout en sachant qu'il y a d'autres absolus dans la cité. Donc, pour ça, un absolu à l'heure de la démocratie libérale. Mais c'est en s'engageant dans les querelles les plus fondamentales de notre époque qu'on accomplit notre humanité, finalement. C'est en embrassant les querelles de notre époque, plutôt qu'en s'y dérobant, qu'on joue à chaque fois de manière neuve. Chaque époque pose les questions éternelles de la nature humaine de manière différente. La nature humaine est capable de se donner dans 1000 contextes. Et pourtant, c'est en embrassant son époque et en cherchant à voir de quelle manière la nature humaine, les aspirations humaines les plus fondamentales se jouent en cette époque qu'on est capable justement de donner sens à notre existence et de ne pas se laisser terrifier par le sentiment que vanité, vanité, tout est vanité. Autrement dit,
il faut faire un pari étrange sur la durée. C'est-à-dire, peut-être que la cause pour laquelle je m'engage ne sera pas éternelle, mais elle vaut la peine de durer. Pour cela, il vaut la peine d'être transmise, et pour cela, il vaut la peine que je m'y engage. Et là, ça donne le sens véritable du politique. Le politique, ici, n'est pas, je le dis, comme simple gestion d'intérêts contradictoires dans un espace de résolution des conflits. Non, c'est à travers ça qu'une partie fondamentale de la nature humaine se joue, que des aspirations humaines s'accomplissent, parce qu'à travers le politique, on embrasse la condition humaine, on embrasse, dis-je modestement, avec un vocabulaire modéré, le sort de l'humanité. C'est à travers le politique, c'est à travers les grandes questions d'une époque que se joue chaque fois de manière différente, mais pourtant chaque fois de manière fondamentale, le sens de notre existence. Mais j'y reviens à ça, ça m'obsède vraiment. Quand je lis De Gaulle, quand je lis Churchill, j'aime beaucoup lire les hommes d'État. C'est-à-dire, je ne parle pas ici de ceux qui écrivent leur mémoire politique après avoir été 4 ans ministre du Tourisme, mais je parle des véritables hommes d'État qui méditent sur leur action. Et il y a toujours chez eux, ça me frappe, ceux qui ont véritablement embrassé l'histoire, il y a toujours chez eux le sentiment justement de « mais finalement tout se dissipera ». Comme il y a toujours la tentation de tout laisser tomber. Et ils n'y consentent jamais. Et c'est ça que je trouve admirable. À travers quelles ressources de sens peut-on ne pas tout laisser tomber et se dire qu'on s'engage quand même dans la cité, et de là la question de la foi. C'est-à-dire, évidemment, je ne dis pas la foi au sens de notre Père qui est aux cieux, notez bien que j'ai grand respect pour ça. Je parle de cette part de l'humanité qui doit se donner, tout simplement, sans espoir de retour. Cette part de l'humanité qui doit se donner, ce consentement à quelque chose qui nous dépasse et nous transcende. Et je crois bien franchement, une fois tout se le dit de manière très individualiste et libérale, que cette foi dans quelque chose qui nous transcende est une condition élémentaire au bonheur de tous les jours. C'est-à-dire un homme qui n'a pas la capacité de s'inscrire dans quelque chose qui le dépasse, qui l'habite, qui le travaille, qui lui dit que justement quelque chose me dépasse et pour cela je m'engage, eh bien, ça risque de faire une humanité assez triste. Mais il y a aussi une immense solitude chez les hommes d'État que tu cites, Churchill, De Gaulle et compagnie. C'est ce qui frappe aussi quand on lit leur mémoire, c'est ils ont tous traversé, ils ont tous une traversée du désert, ils ont tous fait l'expérience d'une immense ingratitude. 46-58, ça c'est des moments importants pour moi dans le gaullisme. Mais encore là, on pourrait dire au-delà du gaullisme. En 1938, on est convaincu d'une chose en Grande-Bretagne, Churchill est un vieil ivrogne qui biberonne son whisky, il n'a aucun destin. Il est foutu, le pauvre. Franchement, Churchill, qui parierait sur ce vieil imbécile? Le général, il y en a-t-il d'autres que lui, en 58, janvier 58, fait quelques sondages, il fait 3%. Et en 1987, au Québec, qui parierait sur la renaissance possible de l'idée souverainiste? J'entends par là qu'il y a une part d'imprévu dans l'histoire, et je reviens à la condition des hommes d'État dont tu parles. Oui, il y a toujours une traversée du désert. De Gaulle, 46-58, il n'existe plus. Ils fondent le RPF, ça ne fonctionne pas. Il croit encore qu'il est l'homme providentiel qui va sauver la France, mais il y a de moins en moins de gens qui le croient avec lui, ce qui pose problème. Et pourtant, il ne doute pas de lui parce qu'il ne doute pas de l'idéal auquel il s'est dévoué. Et ça, c'est une chose... On se moque aujourd'hui des idéaux. Hein. On considère que les idéaux, c'est des choses du passé. À chacun ses idéaux. Comme s'il y avait finalement un grand marché des idéaux, chacun va magasiner le sien. Comme s'il n'y avait pas des idéaux plus élevés que d'autres qui réchauffent le cœur de l'homme et qui l'amènent à se dépasser, à sortir de lui-même. Ça, je crois que c'est à travers cette fidélité à des idéaux profonds qu'on est capable de traverser le désert, la fameuse traversée du désert, ce moment où plus personne ne croit ni en vous, ni en votre option, ni en votre idée. Et pourtant, vous n'y renoncez pas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y renonce pas quand tout le monde nous dit qu'on devrait cesser d'y croire? Eh bien, je crois que c'est justement cette foi, ce rapport intime entre la foi et l'idéal qui permet à l'homme justement de traverser les moments les plus difficiles, et surtout à l'homme d'État. Imaginez un Parizeau, en 87, là, quand il décide de se relancer à la direction en politique, il décide de relancer le PQ. Le PQ, à ce moment-là, est talonné par le NPD Québec. On prophétise la fin du PQ, c'est un rêve de boomer, c'est déclassé, c'est fini, oubliez ça. Mais il fallait y croire pas à moitié. Quand l'évêque renonce à tous les avantages matériels qui étaient les siens comme député libéral pour aller fonder un parti politique qui s'appellera d'abord la MSA et ensuite le PQ, il fallait y croire pas à moitié. Et quand Churchill continue à croire en 1938 que c'est lui qui va sauver la Grande-Bretagne contre la barbarie nazie, il fallait que cette foi, ce n'était pas qu'une foi nietzschéenne en eux-mêmes. C'était une foi. Voilà, c'est une foi qui, justement, rend des idéaux
et la condition historique, la capacité admirable de l'homme de se redresser. Moi, j'ai une vision assez cyclique là-dessus. Hein. Les sociétés, pour moi, il y a le moment de la naissance héroïque, hein, les temps fondateurs. Ensuite, il y a le moment de la paix installée, c'est le temps tranquille de la gestion. Et ensuite, le temps de la corruption, de la décadence, de la désinstitution, de la désagrégation des idéaux. Mais après ça, il y a le temps de la refondation. Et je crois qu'au Québec, bien franchement, on n'est pas loin du temps de la refondation. Justement, bon, on y arrive. Donc, le Québec d'aujourd'hui, la question nationale, ce qui, je pense, t'intéresse beaucoup, se recompose, non plus dans les termes de la grande période référendaire, si je peux dire, qui était dans le sillage de la Révolution tranquille. C'est vraiment autre chose, et c'est à l'intérieur, justement, du régime multiculturaliste, parce que ça tombait sous le sens. Parce qu'effectivement, en 2013, on vit dans un régime politique, et ça, tu insistes là-dessus dans ton livre aussi, la question du régime. Il y a un régime politique, il faut le nommer, il faut le décrire. Il exerce son emprise sur l'opinion, sur les institutions, Alors, la question nationale ne se pose plus comme, de la même façon qu'auparavant. Elle se pose dans des nouveaux termes. Est-ce que, justement, la charte du ministre Drainville, est-ce que c'est pas un exemple, justement, qui annonce une recomposition en profondeur de la question nationale, et là, qui va changer la donne, qui va réinvestir la question nationale, mais vraiment dans d'autres termes, auxquels on ne pense pas maintenant, là, mais qui vont devenir beaucoup plus évidents à mesure que les prochaines années vont... Oui, je le crois profondément. La question nationale, classiquement posée entre le Québec français, victime de la conquête, et le Canada anglais, qui continue de nous piétiner, c'est pas complètement désuet. Hein. Il suffit simplement de voir comment, année après année, on piétine les rares victoires du français sur la scène fédérale pour se rappeler que le Canada anglais n'est pas mort. Et d'ailleurs, la volonté aujourd'hui de réhabiliter, de restaurer l'héritage monarchique du pays, c'est pas un détail non plus, ça a une portée symbolique très forte. Ça nous dit finalement, le Canada anglais se délivre à la fois de son point de vue du mythe trudeauiste, parce que dans les faits, il continue d'être constitutionnellement actif, et se délivre surtout du dualisme, c'est-à-dire l'idée du dialogue nécessaire entre les peuples fondateurs, et ce qui reste finalement, c'est le retour du refoulé britannique pour définir un Canada qui se passe de nous. Bon, alors ça continue d'être actif, mais surtout, je crois, la question nationale aujourd'hui, donc renouvelle une matière de fond, et c'est à travers la question du multiculturalisme, dont il m'est arrivé de parler une fois ou deux ces dernières années, c'est-à-dire, nous sommes devant un régime, le régime de 1982, qui parachève l'unité canadienne en niant l'idée qu'il y a des peuples constitutifs dans ce pays. Il n'y a plus qu'une diversité identitaire, insignifiante, privatisée, chacun étant porteur de sa propre identité, sous la protection de la Sainte Charte des droits révélés. Et la question du Québec ne s'y pose plus. Et ce qu'il y a de beau en ce moment, mais de très beau, et je le dis parce que franchement, j'étais très, très, très sévère au fil des ans avec le Parti québécois, et on nous dira que c'est le propre d'un amour déçu. Tu étais si beau dans le souvenir que j'avais de toi. J'ai consacré dans un livre où je ne les ai pas manqués, puis un autre où je ne les manquais pas encore. Franchement, j'aimerais dire que ces temps-ci ne me déçoivent pas. Là, il y a quelque chose de très beau à voir les péquistes transgresser en ce moment tous les interdits disponibles dans la rectitude politique. Transgression du Canada de 82, transgression du chartisme au sens charte des droits, c'est-à-dire l'idée que les élus n'ont plus de pouvoir et que ça devrait être systématiquement les chartes qui régulent ce qui est permis et ce qui n'est pas permis en société. Transgression du multiculturalisme en rappelant l'importance d'une culture nationale d'intégration. Transgression des limites d'un certain individualisme moral qui nous dit qu'il n'y a aucune valeurs collectives possibles qui sont imaginables. Il transgresse tout. Et là, évidemment, ça provoque chez certains des crises. Quant à moi, je me dis, le souverainisme qui, à travers ça, qu'est-ce qu'il fait? Pour la première fois depuis 15 ans, il se délivre de la cage mentale qui est celui du régime de 1982. Plus encore, il se délivre, je crois, de l'aspect frelaté de notre époque, c'est-à-dire cette espèce de mondialisation multiculturaliste obligatoire à laquelle il fallait se soumettre, sans quoi on risquait de passer pour une forme de néofasciste. Le Parti québécois, en ce moment, avec toutes les limites qu'on lui reconnaîtra, je le critiquerai demain matin avec grand plaisir, mais le Parti québécois, en ce moment, nous dit il y a quelque chose qui s'appelle le collectif, qui n'est pas qu'une addition d'individus jaloux de leurs droits les uns les autres. Le collectif a une substance tirée de l'histoire,
il est légitime que le pouvoir politique s'affirme contre ceux qui veulent toujours le faire rétrécir. Et cette affirmation québécoise, en ce moment, est fondamentalement contradictoire avec le régime de 1982, qui n'est pas dépendant d'ailleurs du parti au pouvoir à Ottawa. Le propre d'un régime, c'est qu'il transcende les partis qui gouvernent. Le régime de 82 en ce moment est contesté dans ses fondements même, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une telle... les sirènes d'alarme médiatiques, c'est-à-dire si on a bien compris en ce moment, le Québec est à la veille, si je me fie à Justin Trudeau, d'instaurer un régime d'apartheid, des accusations grossières qui sont lancées. Eh bien, tout simplement, c'est que ce sont les fondements du régime de 82 qui sont fragilisés. Et par définition, un régime, quand c'est attaqué, ça se défend. Mais je trouve ça très beau. Mieux encore, les souverainistes réapprennent à recevoir des insultes. Parce que qu'est-ce qui définissait un souverainiste de 95 jusqu'à 2007? Il quêtait la respectabilité chez ceux qui le combattaient. Je suis souverainiste, mais de grâce, reconnaissez chez moi le grand démocrate exemplaire selon vos propres critères, cher adversaire. Autrement dit, je suis souverainiste, mais je suis souverainiste dans les termes de 82. Eh bien, à perpétuellement chercher à quêter la respectabilité de la part d'un régime qu'on combat, eh bien, finalement, on s'annihile soi-même, on se nie, on se menotte, et on se rend impuissant, et ensuite on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, alors, je trouve ça très beau que les souverainistes réapprennent à recevoir des insultes, à se dire que finalement, c'est pas grave, qu'on va passer au travers, à ne pas se faire intimider à la première accusation de xénophobie venue, d'autant plus que nous savons qu'elles ne sont pas fondées. Et la politique a quelque chose de... Je le disais dans un texte aussi qui n'est pas là-dedans, où je dis, les changements d'histoire, les changements historiques majeurs s'accompagnent rarement d'une musique d'ascenseur. N'espérez pas faire quelque chose de grand en recevant exclusivement des éloges et des compliments des gens dont vous contestez les privilèges, d'un régime dont vous contestez les fondements. Si votre adversaire pense trop de bien de vous, dites-vous que ça en dit beaucoup sur le fait que vous lui faites pas peur. Dans les paramètres de la démocratie libérale, je le rappelle parce que c'est fondamental, dans les paramètres de la démocratie libérale, dans le paramètre du respect des droits, et ni la démocratie libérale ni le respect des droits ne sont compromis en ce moment, c'est tout simplement qu'il n'y a pas une seule interprétation possible du respect des droits qui est possible dans notre société. Il n'y a pas une vérité révélée dont on ne devrait pas sortir. Mais dans le paramètre de la société libérale, dans le paramètre du respect des droits, je suis très heureux de voir que le souverainisme réapprend le sens du collectif, réapprend le sens de l'adversité, et ces jours-ci, lorsqu'il m'arrive de voir quelques lueurs à l'horizon historique, c'est que je me dis, mon Dieu, ils sont peut-être en train de faire renaître quelque chose. Et là, bien évidemment, il y a des gens qui disent, c'est terrible, c'est inacceptable ce qui arrive. Le Québec est en régression. Aujourd'hui, un spécialiste du Québec bashing écrivait dans le New York Times que le Québec était dans son moment Tea Party. Alors, c'est pas mal, hein? Ça, c'est quand même pas mal. On salue le Québec à l'étranger, et ensuite, on dit qu'il a mauvaise réputation. C'est bien tourné. Alors, devant cela, évidemment, quelquefois il m'arrive d'être choqué, mais quant à moi, je crois qu'on développe en ce moment cette belle et souveraine indifférence de celui qui dit « cause toujours, je travaille ». Alors, sur cette chute magnifique qui est emportée, se conclut la première partie de la causerie. On va passer à la période de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, on peut y passer une vingtaine de minutes. Bonsoir et merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des choses dont je ne suis pas d'accord. Quand vous parlez de libéralisme, de droits individuels, c'est pas la gauche qui se vante des droits individuels. C'est toujours la droite qui se vante des droits individuels. C'est la gauche qui veut le bien commun, le bien collectif. Ça, c'est une chose. L'autre chose que vous avez dit, c'est en parlant des jeunes, vous dites qu'ils sont individualistes et tout ça. Oui, je suis d'accord avec vous, mais quand même, il y a eu ici un printemps érable et on a vu les carrés rouges qui se sacrifiaient pour un idéal de scolarité gratuite que René Lévesque envisageait et tous la Révolution tranquille envisageait. Et quand on parle d'une vision collective, il ne faut pas oublier les Autochtones qui étaient ici avant nous. Hein? Et il ne faut pas aussi oublier... moi, je suis pour la charte, mais j'aurais préféré
qu'on se parle de la charte universelle, des valeurs universelles. Ce qu'on propose, ce sont des valeurs universelles. Pas seulement des valeurs québécoises, ce sont des valeurs vraiment universelles. Alors, j'aimerais que vous... je voulais juste ajouter que je m'appelle Nadia Alexandre, je suis l'auteur de l'article qui est apparu dans Le Devoir, qui a fait vraiment beaucoup de popularité, qui s'appelait Arrêtons de dorloter l'intégrisme. Alors, morceau par morceau, vous noterez que je n'ai pas utilisé ce soir, à moins que je me trompe, les mots gauche ou droite. Vous me les prêtez. Je ne dis pas que je ne les ai jamais utilisés en d'autres circonstances, mais bien franchement, voilà deux termes dont je chercherai de plus en plus à me passer. Il me semble aujourd'hui de moins en moins pertinent pour décrire la réalité dans laquelle nous vivons. Quand vous me dites la gauche, c'est le bien commun, la droite, c'est l'individualisme, je dirais, je ferai quelques nuances quand même. C'est-à-dire, quand je vous parlais de mes grandes figures, tantôt Churchill et De Gaulle, si vous réussissez à me les faire passer pour des hommes de gauche, franchement, bravo. Le conservatisme dont je me réclame, historiquement, est une pensée du commun. Mais c'est justement un commun qui déterminé par une histoire, une culture. Alors, de ce point de vue, le conservatisme, tel que je l'imagine, tel que je le crois, tel que je le pense, ne se laisse pas enfermer dans le débat gauche-droite. Et c'est une des... en fin de semaine, une recension très généreuse à l'endroit de mon livre dans Le Devoir. Je m'en suis réjoui, bien évidemment. Mais en gros, on me disait, le livre est tellement bon que finalement, c'est un livre de gauche. Là, je me disais, bon, étrange compliment. Alors, quant à moi, je ne congédie pas l'utilisation des mots gauche et droite. Mais j'utilise ces catégories-là, comme d'autres, parmi d'autres, le moins souvent possible. Je les utilise, en fait, pour décrire ceux qui se représentent comme tels. Vous noterez par ailleurs qu'au Québec, en ce moment, utilisons ces catégories un instant. Que nous révèle le débat sur la Charte? C'est la rencontre, à certains égards, entre la gauche multiculturelle et la droite libertarienne. C'est-à-dire, d'un côté, une gauche multiculturaliste qui voit systématiquement derrière le collectif la tyrannie de la majorité à l'endroit des minorités. Et de l'autre côté, vous avez une droite libertarienne ou néolibérale pour qui l'idée même de collectif est une négation de l'individu. Alors, ce sont les noces, finalement, entre une droite néolibérale mondialisée, post-nationale, et une gauche multiculturaliste, hostile au fait national, parce qu'elle y voit justement l'hégémonie d'une majorité sans respect. Alors, oui, donc et de l'autre côté, je vous dirais, vous avez une gauche républicaine, si on utilisait les mots français, on dirait chevènementiste, et une droite plus conservatrice, qui se donnent la main. Oh, ils n'ont pas la même définition du collectif. Certains sont plus attachés au passé canadien-français, d'autres sont davantage attachés à l'héritage de la Révolution tranquille, mais les deux embrassent l'idée de nation. Ah ben, moi, je trouve particulièrement intéressant un débat comme celui-là parce qu'il nous sort justement de catégories politiques trop faciles qui viennent étouffer le débat en cherchant à coller tout de suite une étiquette. D'ailleurs, on me demandait à propos du livre, Mathieu, tu cites Jaurès, tu cites Jean-Claude Michéasson, les auteurs de gauche. Pourquoi tu cites des auteurs de gauche? Je dis, mais avant d'être des auteurs de gauche, il y a des auteurs intéressants. Ensuite, collez-leur bien l'étiquette que vous voulez, mais c'est pas mon souci. Je dis pas ensuite, si je suis obligé de choisir une des deux étiquettes, je ne prendrai pas l'étiquette de gauche. Mais bien franchement, je ne cours pas après ce jeu d'étiquetage, et je pense même qu'il étouffe la pensée plus qu'il la révèle. À propos des carrés rouges, vous avez tout à fait raison, je m'en suis voulu tantôt, je l'avais marqué, puis je ne l'ai pas dit. Il y a des gens qui ont été très sévères envers le printemps 2012, et à certains égards, j'étais très critique envers certaines de ces manifestations, dans le refus de l'institution, la réduction de la démocratie à la protestation. Quelquefois, la démocratie comme pure protestation, délibération, en oubliant la légitimité des institutions, de la décision et tout ça. Mais il y a quelque chose de beau qui s'est passé là. C'est-à-dire, pendant un certain temps, il y a eu une expérience du collectif, il y a eu un désir de collectif qui s'est exprimé dans une société qui voyait trop souvent le politique réduit au cynisme, à l'affairisme, à la corruption, à la dégradation du bien public, à la négation même de l'idée du bien public. Il y a eu un désir de collectif, un désir de politique qui s'est exprimé. Ensuite, on aurait pu souhaiter qu'il s'exprime autrement. On aurait pu souhaiter, par exemple, qu'il y ait davantage de drapeaux du Québec que de carrés rouges. Bon, ça, ce sont des préférences. Mais une fois que c'est dit, je n'ai pas disqualifié ce mouvement. J'en ai vu, comme d'autres, les limites. Mais je crois que quelque chose d'important s'est manifesté là. Des jeunes nous disaient là-dessus, puis pas seulement des jeunes à partir du mouvement des casseroles, nous disaient la société ne peut pas être que ça. Il y a quelque chose d'autre qui doit jouer là, il y a quelque chose du collectif qui doit apparaître. Alors ensuite, comment définir ce collectif, c'est une autre question. Mais je crois qu'il y a un désir inassouvi en ce moment de politique.
Il y a une demande qui ne trouve pas son offre. Bon, alors il reste à formuler cette offre. Oui. Je reviendrai. Pensez-vous que le fait d'avoir un gouvernement majoritaire sans le Québec, si ça se reproduit une deuxième fois, une troisième fois, pourrait avoir un effet pédagogique sur l'indépendance ou positif? Bien franchement, quand on a vu la dernière élection fédérale, moi, ça m'a frappé. J'en étais venu. Quelquefois, on est nos soi-même. Hein. Je m'étais dit, les Anglais nous ont presque oubliés. Pour le dire avec le vocabulaire à l'ancienne, le Canada anglais nous a oubliés. Ils ne nous détestent plus parce qu'on n'est même plus détestables. Ils nous ont oubliés. On est comme ça, une question résiduelle qui traîne, une grosse Acadie. Et là, le lendemain de l'élection, quand on regarde les journaux canadiens anglais, l'enthousiasme qui était presque érotique de se dire « on est enfin libéré du Québec, on n'a plus besoin d'avoir de députés dans cette province-là pour être capable de devenir majoritaire, nous pouvons, le Canada anglais peut saisir son gouvernement. » Mais les Québécois eux-mêmes, pensez-vous que ça va les... Ben, la première fois, je me suis dit, moi du moins, ça a eu un effet choc sur moi, bien franchement. Je crois qu'une fois, deux fois, trois fois, en espérant ne pas s'y rendre, bien franchement. Mais c'est pas impossible qu'il y ait un effet de réveil. Mais pour une fois, je vous avouerai, c'est la beauté du débat sur la charte, c'est qu'on n'attend plus que le réveil vienne du choc extérieur. Nous cherchons à provoquer nous-mêmes le réveil plutôt qu'attendre. Parce que vous savez, c'est souvent ce que disent les souverainistes. Ils disent avec un prochain Mitch, là, ça se réveillerait. Mais toujours l'attente envers l'humiliation venue de l'extérieur pour réveiller le sentiment national. Donc, vous dites oui au fait que ça va réveiller si ça se produit une deuxième fois. Une majorité, ça se Je crois que ça peut, mais ce n'est pas suffisant. Ouais, mais c'est pas impossible. Mais notez bien, que vous le vouliez ou non, ça risque de se reproduire. Hein. C'est-à-dire qu'on le désire ou non, regardez ce que le gouvernement rajoute des sièges dans l'Ouest, il n'en rajoute pas au Québec. Il y a une diminution du poids du Québec dans la fédération. Cette expérience de la minorisation s'intensifiera dans les années à venir. Il y a aussi un argument qu'on oublie peut-être d'utiliser, c'est que il n'y a aucun peuple qui est devenu indépendant qui a voulu retourner avec l'ancien colonisateur. On devrait peut-être utiliser ça plus souvent. Je crois que ça a été dit quand même souvent. J'écoutais Dion qui disait que... Comment il avait sorti ça, là? Il dit, vous, une fois que ça va être fait, ça va être pour de bon. À ce moment-là, on aurait pu dire, on pourrait faire un référendum pour retourner dans le Canada, si vous voulez. Mais ça ne pourrait pas arriver. En fait, Gilles Duceppe... On dirait toujours non à ça. En 98, je me rappelle, Gilles Duceppe avait dit, après l'indépendance du Québec, ce serait toujours possible d'avoir un référendum de retour vers le Canada. Oh, vous savez, quant à moi, je ne le tiendrai pas. Je crois que c'est là ce qui fait toute l'importance de l'indépendance. Le jour où elle est faite, on ne peut plus revenir en arrière. C'est ça. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était fort intéressant. Je vous pose une question que j'ai posée la semaine dernière à Gérard Bouchard, que vous aimez probablement beaucoup. En fait, sa présentation portait en gros dans le cadre du débat actuel sur un modèle qui défend beaucoup, qui est l'interculturalisme. Supposément une version plus modérée du multiculturalisme. J'aimerais d'une part vous entendre sur cette distinction-là. Et aussi, la question principale que je vais poser, est-ce que la question nationale peut se poser à l'intérieur de ce cadre-là, interculturaliste, considérant que, vous avez abordé un peu la question tantôt, mais j'aimerais vous entendre peut-être un peu plus en profondeur, considérant que, évidemment, les minorités ethnoculturelles sont beaucoup plus présentes dans le Québec d'aujourd'hui. C'est une réalité, puis il faut en avoir honte, il faut en avoir fier, il faut en être fier, pardon. Mais est-ce que ça implique nécessairement qu'il faut dorénavant penser la question nationale à travers un modèle interculturel? En deux éléments. L'interculturalisme, pour reprendre la formule de Daniel Weinstock, qui de ce point de vue est d'une grande lucidité, c'est le multiculturalisme plus ce qui reste de la loi 101. On nous dit de l'interculturalisme qu'il reconnaît l'idée de culture commune. Mais il ne définit la culture commune qu'à travers la référence à la Charte québécoise des droits, donc un patrimoine de droits partagés, et la référence à la langue française, sans pour autant l'attacher de quelque manière que ce soit à la majorité historique francophone, ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Fernand Dumont, une culture de convergence. Alors l'interculturalisme, c'est une version adaptée au Québec, pour le dire ainsi, du multiculturalisme.
quant à moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas seulement sortir des dérives du multiculturalisme, mais qui rejettent ce principe même en soi. C'est-à-dire cette manière de penser les rapports intercommunautaires, cette manière de penser la communauté politique, que la version soit québécoise, flamande, danoise ou canadienne, ben ça va être non, 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 non. Pourquoi? Parce que l'alternative n'est pas entre la démocratie, entre le multiculturalisme démocratique et l'autoritarisme monoculturel. C'est pas ça l'alternative. Le Québec a sa propre tradition d'intégration. Longtemps pensé que ce que Dumont appelait, je reprends la formule, la culture de convergence. La culture de convergence, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli de la société d'accueil. Ça ne veut pas dire qu'en arrivant ici, il ne nous transforme pas. Il y a 1000 interactions sociales. Une société n'est pas un bloc homogène, fermé, condamné à perpétuer toujours les habitudes héritées. C'est-à-dire, une société n'est pas un musée. Ça, je dis souvent ça. C'est-à-dire, si une société n'était qu'héritage, on la visiterait comme un musée. Alors, un musée, on le visite et ensuite on le quitte. Le Québec doit être capable, évidemment, d'avoir un rapport fécond au cosmopolitisme. Mais le cosmopolitisme n'a pas besoin du multiculturalisme. D'ailleurs, j'ai tendance à croire que le multiculturalisme est une négation du cosmopolitisme souvent. Pourquoi? Parce qu'il enferme chacun dans une identité communautaire dont il ne peut sortir et il nie la question du commun. Il nie la question d'un commun substantiel. Alors, non, l'interculturalisme dont on nous a vanté longtemps, à mon humble avis, je crois l'avoir documenté. C'est-à-dire, dans d'autres livres, pas dans celui-là, dans plusieurs articles, j'ai de manière très académique, là, très ennuyante peut-être, mais très académique, la similarité idéologique, pour ne pas dire l'identité idéologique de ces deux modèles. Même représentation de la société. Est-ce que la question nationale peut se poser dans un tel modèle? Bien évidemment non. La question nationale, qu'on le veuille ou non, je le dis en espérant que ça ne soit pas vu comme quelques propos exclusifs que ce soit, elle est intimement portée à l'histoire, liée à l'histoire de la majorité historique francophone. Vous ne pouvez pas dissocier la question nationale de ce peuple sans la vider de son sens immédiatement. Alors, on a essayé, soit dit en passant, dans les années 90-2000, on disait, le Québec ne se définira plus par sa culture, son histoire, sa mémoire, son identité, sa langue, il se définira par les valeurs progressistes qui sont les siennes. Alors moi, je répondais toujours la chose suivante, si le NPD est élu à Ottawa, d'un coup, l'indépendance n'est plus valable. Si on rejette le Canada seulement parce qu'il est à droite et que nous sommes à gauche, qu'est-ce qui arrive si le Canada vire à gauche? On renonce à le quitter? Combien de fois ai-je vu perplexité dans le regard de mes contradicteurs sur cette question? C'est-à-dire, un Québec indépendant, s'il advient, de temps en temps il sera à gauche, de temps en temps il sera à droite. On va être en démocratie. Bon. Donc, il faut trouver un autre fondement. Ce fondement, c'est par définition ce qu'on appelle l'historico-culturel. Je ne dis pas que ça doit se limiter à ça, mais ça ne peut pas ne pas être le fondement. Alors, à partir de ce moment-là, si on nous dit que la majorité francophone n'est qu'une communauté parmi d'autres, alors pourquoi son histoire devrait-elle privilégier? S'il ne s'agit que... Gérard Bouchard nous a déjà dit qu'il faut un jour que les Québécois francophones soient une communauté parmi d'autres, à la manière des Sri Lankais québécois, les Vietnamiens québécois, les Haïtiens québécois. Non. Il y a ici... la société n'est pas une page blanche. Il n'y a pas ici une juxtaposition de communautés étrangères les unes aux autres. Il y a une expérience historique portée par un peuple et qui, bien évidemment, ouvre grand les bras en disant à ceux qui nous rejoignent, vous êtes invités à nous rejoindre. En nous rejoignant, vous nous transformerez, mais vous vous transformerez davantage, bien évidemment, parce qu'il y a quelque chose comme un pays d'accueil et une société d'accueil. Donc tout le logiciel interculturaliste, tout ça, c'est très lié à l'après-95. Ça, si vous voulez, mon premier livre portait là-dessus. La dénationalisation tranquille. Je montrais comment, traumatisés par les propos de Parizeau, les souverainistes ont cherché finalement à intérioriser les exigences idéologiques qui sont celles du régime de 82, du multiculturalisme obligatoire, de la négation de la nation. Autrement dit, le souverainisme se dénationalisait pour passer le test de la modernité. On a vu le résultat que ça a donné. Je crois qu'il s'agit aujourd'hui, pour les souverainistes, de renouer avec leur propre tradition politique. Il ne s'agit pas d'une tradition honteuse. René Lévesque n'était pas un multiculturaliste, Camille Lorrain non plus, et il faut se réapproprier cette tradition fondatrice pour porter le projet national. Pour se rappeler d'ailleurs qu'il n'est pas né en 1960 non plus, qu'il s'inscrit dans une histoire plus profonde, plus dense, plus riche, et c'est en redécouvrant la profondeur de l'aspiration nationale au Québec qu'on peut la faire aboutir. OK. Donc, madame, ensuite, monsieur, est-ce que vous voulez poser une question ensuite? Vous semblez associer systématiquement les opposants à la charte au multiculturalisme. Pas toujours, mais vous semblez les associer de manière générale, mais personnellement, si je prends l'aspect de la charte qui est le plus
cause le plus de problèmes, disons le port des signes religieux chez les employés de l'État, je ne vois pas en quoi en quoi la situation actuelle, donc la permission de porter ces signes-là, élève les communautés culturelles au niveau de la majorité. Je comprends pas ça. Deux choses, c'est une excellente question. Donc, je précise souvent, peut-être ne l'ai-je pas suffisamment fait ce soir, je dis le débat sur la charte en ce moment réactive la question, je crois, du rapport au multiculturalisme. Mais elle ne se réduit pas à ça, bien évidemment. Donc on va trouver des adversaires de la charte qui sont des bons nationalistes québécois, mais qui trouvent qu'il s'agit simplement d'une mesure excessive. Et on va trouver des partisans de la charte qui vont par ailleurs avoir bien les réserves sur le souverainisme. Donc, tout ça est une réalité, mais globalement, le portrait d'ensemble, il y a quand même des lignes de fracture. Donc, il y a toujours, dans chaque camp politique, il y a toujours des gens qui sont un peu étrangers à leur propre camp, finalement. Très longtemps, quand j'étais plus jeune, je disais, quand j'étais un jeune membre du PQ, je disais, je refuse tout dans ce parti, sauf l'article 1. Bon. Alors, il n'y a jamais d'adhésion absolue à un parti, et ainsi de suite, ou à un mouvement. Mais la ligne de fracture qui se révèle quand même au Québec, me semble-t-il, globalement en ce moment, c'est néanmoins que les adversaires de la charte le font généralement pour des motifs qui relèvent du multiculturalisme, bien que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Et inversement, les partisans de la charte s'inscrivent dans une vision de la culture nationale plus dense, bien que ce ne soit pas le cas de tout le monde. Par exemple, certains laïcistes durs vont nous dire « la laïcité n'a rien à voir avec l'identité ». Ben, si tel est le cas, expliquez-moi pourquoi le débat est aussi existentiel. Donc, je ne prétends pas épuiser le débat là-dedans, croyez-moi bien, mais n'oublions pas qu'il y a une ligne de fracture politique qui se révèle à travers ça. Oui, il y a monsieur d'abord ici. Allez-y. Alors, avant de poser ma question, je voudrais juste apporter quelques nuances à une intervention qui a été faite, qui, je crois que c'était l'avant-dernière, qui disait que toutes les nations qui se libèrent ne le regrettent jamais et ne souhaitent jamais retourner en arrière. Je crois qu'il faut apporter quelques nuances. Je peux donner deux exemples. Premièrement, en Ukraine, qui est une nation qui s'est libérée, on sent dans la population une très grande nostalgie de cette époque-là. Un autre exemple qu'on pourrait nommer serait en Afrique du Sud. Quand les Noirs de l'Afrique du Sud se sont libérés du régime d'apartheid et qu'ils ont chassé les Afrikaners, quelques années après, ils se sont demandé comment ils allaient les faire revenir. Et c'est pour cela qu'ils leur ont accordé autant de privilèges. Alors, je voulais poser certaines nuances. Alors, ma question, c'est que vous donnez l'exemple de la charte comme étant cette espèce de retour du sentiment national au Québec qui avait été, auquel on avait craché dessus d'une certaine façon. Si on prend l'exemple de la France, pensez-vous que les très hauts pourcentages que Marine Le Pen fait pourraient être le nom de cette même tendance? Alors, je dirais c'est plutôt... pour la France, c'est le contraire. C'est parce que la classe politique a abandonné bêtement le thème de la nation, le thème de la transmission, qu'un parti aussi désagréable et détestable a pu confisquer ces thèmes-là et prétendre aujourd'hui en avoir le monopole. Vous noterez, je n'ai pas une sympathie exagérée pour Nicolas Sarkozy, mais en 2007, la fois où il était capable, il n'est pas assez bien près de tuer le Front National, c'est lorsqu'il a dit « c'est pas vrai que le thème de la nation va être confisqué par le Front National. C'est pas vrai que le thème de la critique de mai 68 va être confisqué par le Front National. C'est pas vrai que ces thèmes-là, qui étaient historiquement présents à gauche comme à droite, puis qui ont peu à peu été abandonnés par la classe politique, ce n'est pas vrai que ces thèmes-là seront sacrifiés à des forces radicales. » Alors, de ce point de vue, je suis de ceux, et Finkielkraut vient d'écrire un livre très beau là-dessus, je vous invite à le lire, c'est L'identité malheureuse, où il nous dit, c'est la vocation des élites politiques républicaines, comme on dit en France, de se réapproprier, dans les paramètres de la démocratie libérale, ça, le thème de la nation, pour éviter justement qu'il ne devienne l'objet finalement de discours purement protestataires ou contestataires, et qui quelquefois, justement, l'intoxiquent d'une manière ou de l'autre. Alors, une fois que c'est dit, je ne prétends pas avoir une expertise définitive sur la France, mais je crois que la classe politique, peu à peu, se rend bien compte qu'elle ne peut pas abandonner définitivement le thème de la nation, et c'est le réel qui reprend ses droits. Mais je pense que
si vous parlez de l'idée de protestation, du fait que non, la nation, ça n'a pas disparu, cette idée de protestation était portée par Jean-Marie Le Pen, qui était un homme qui disait clairement qu'il ne voulait pas du pouvoir. Mais actuellement, sa fille, Marine Le Pen, elle, il est clair dans son discours qu'elle compte être la prochaine présidente française. Nous l'avons vu au cantonal elle a battu le Front républicain. Dans les derniers sondages, on a la classe numéro 1 dépassant l'UMP et le Parti socialiste. Donc, pensez-vous que des fois, à force de cette fête cracher dessus, des fois les nations peuvent se radicaliser et être justement repris par des partis plus qu'on pourrait qualifier peut-être d'extrême droite, comme le Front National? Alors, on ne s'attendra pas sur l'exemple français éternellement, mais je dirais simplement qu'il y a certainement une mutation idéologique qui s'opère au Front National, mais ça demeure un parti anti-système. Ça demeure un parti qui se définit d'abord par une protestation radicale et qui ne pense le pouvoir que sur le mode de la grande alternance. Et qui a souvent tendance à dire « nous avons le monopole du patriotisme et devant nous, il n'y a que des traîtres à la patrie ». Et ça, c'est un problème fondamental. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une seule manière d'être patriote, il n'y a pas qu'une seule manière d'aimer son pays. Et un parti qui prétend d'un coup monopoliser l'amour de son pays, c'est un parti inquiétant à certains égards. Alors non, je fais partie de ceux, mais bon, je laisse aux Français le plaisir, le privilège de choisir pour eux, mais je fais partie de ceux qui croient que les élites politiques de gauche comme de droite, au sens où ces mots-là ont une signification en France, se réapproprient les grands thèmes à gauche de la protection sociale, donc cesser de croire que la protection sociale est désuète et c'est de l'archéo-socialisme, puis que la droite se réapproprie le thème de la légitimité de l'identité nationale. Et je crois qu'à partir de là, les contestations populistes ont bien moins de chances ce qu'on appelle populistes, ont bien moins de chances d'avoir de grands succès électoraux. Excusez-moi, monsieur, juste avant, je pense qu'il y avait un autre monsieur qui voulait poser une question, qui avait levé sa main. Oui. Donc, on va y aller avec vous, ensuite avec vous, et puis après, c'est terminé. Oui, ça ne sera pas très long. J'aimerais connaître un peu mieux notre invité. Vous parlez très souvent de communauté, collectivité. Est-ce que dans le concept historico-collectif, un jour, dans votre esprit, est-ce que l'idée d'un univers spirituel, religieux, au sens large, est-ce que ces concepts-là vont pouvoir être intégrés dans votre vision? Alors, dans ce livre, je vous invite à lire, c'est excellent. Il y a un texte sur ces questions, le doute, la foi, l'espérance, justement sur notre rapport aux faits religieux. En ces matières, je vous avouerais que je suis un moderne sceptique qui bascule entre le doute et la tentation de la foi. C'est-à-dire, sur ces questions, je ne parle qu'avec réserve. Hein, c'est-à-dire, très souvent, je me dis, parce que ce sont des questions qui me travaillent profondément, c'est-à-dire le rapport au catholicisme de manière historique, bien sûr, de manière purement historique, c'est intéressant, mais comme foi. Donc, la question de la foi ne m'est pas étrangère, et je vous dis très, très brièvement, de manière la plus honnête qui soit, quel est mon rapport à ça. Je sens quelquefois naître en moi un sentiment religieux. Je me dis, enfin, je l'ai trouvé. Je cherche à le capter. Il se dissipe. Je le transforme en idée. Il s'assèche. Je cherche à le prendre. Il éclate. Et là, ça me fuit pendant des mois. Alors, c'est étrange. C'est-à-dire, un de mes amis m'a déjà dit, un bon catholique pratiquant, me dit, Mathieu, chercher la foi, c'est déjà l'avoir trouvé. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a pour moi une immense légitimité dans ces questions, et plus encore, je ne me ferai pas que des amis en disant ça, mais je ne crois pas vraiment aux spiritualités à la carte. C'est-à-dire cette idée que chacun va se bricoler dans le magasin des croyances, son Dieu personnel. Les questions spirituelles sont les questions les plus brûlantes, qui soient elles touchent l'âme directement. Et quel est le génie des grandes religions, et leur limite aussi, c'est qu'elles ont culturalisé, finalement, au fil de l'histoire, elles ont domestiqué, elles sont apprivoisées ces questions brûlantes, les inscrivent dans un univers de sens avec des médiations culturelles, symboliques, institutionnelles, qui nous permettent justement de ne pas les toucher trop directement. Et donc, quand je parle de ça, puis, donc, je lisais récemment un auteur magnifique qu'on a un peu oublié, Charles Péguy. Je lisais Péguy avec un sentiment d'une émotion absolue, c'est-à-dire Péguy nous fait voir
ce qu'on ne voit plus quelquefois, c'est-à-dire dans la spiritualité contemporaine. Ce sentiment, je lisais ça et j'en lisais 5-6 pages à la fois et j'arrêtais. Je n'étais plus capable de lire, je me disais, bon Dieu, c'est si bouleversant, ça nous touche profondément, ça touche l'intimité de l'être. Je disais ça 5-6 pages, là, je disais, bon, je vais aller lire Pierre Foglia, ça va me guérir. Mais... Alors, il y a des auteurs comme ça qui, quelquefois, nous touchent profondément, mais sur des questions étrangement très intimes, c'est-à-dire une réflexion sur le religieux. J'en ai une, je l'écris, j'écris souvent sur ces thèmes-là. La mémoire du catholicisme. Je crois qu'au Québec, par exemple, aujourd'hui, on est dans un moment d'une mémoire de réconciliation. C'est-à-dire, il ne faut pas dire seule la mémoire du Canada français est valable, il ne faut pas dire non plus seule la mémoire du Québec moderne est valable. Il faut trouver une réconciliation entre ce vieux passé qui ne veut pas mourir et cet héritage de la Révolution tranquille auquel on a raison de tenir. Alors, comment réconcilier ça? Ça, c'est un thème politique. Pour le thème plus intime de la spiritualité, je vous avouerai que je ne suis pas étranger, mais que je ne m'aventure là-dedans qu'en ayant l'impression d'être sur un terrain glissant. Mais normalement, une dernière confession, on est de quoi? On est le 12 novembre? Normalement, autour du 1er ou du 2 décembre, naît en moi la certitude de la foi. C'est-à-dire, j'entends l'Ave Maria, j'entends le chant religieux, et là, je me dis, mon Dieu, ça doit être ça, c'est-à-dire, n'ayant pas la grâce de la foi par la naissance, c'est-à-dire, n'étant pas un esprit spontanément religieux, je me dis, là, quand la culture, je dirais, s'ouvre à cet héritage chrétien dans ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire la beauté du chant religieux, la beauté des églises, la beauté de cet élan, dans ce qu'il y a de légitime, là, je ne parle pas des curés dans ce qu'il y avait de plus exaspérant, mais dans cet élan du cœur, là, je me dis, mon Dieu, la culture se christianise et d'un coup, j'ai la foi. Et ça dure presque un mois. Et le 27 ou le 28 décembre, là, encore une fois, ce que je vous disais tantôt, le sentiment devient idée, l'idée devient sec et tout m'échappe. Mais je regarde un film chaque année au mois de décembre qui me touche profondément, qui me fait pleurer. C'est le film Joyeux Noël. Alors, que vous connaissez peut-être, qui est magnifique, parce que c'est l'histoire de à la Première Guerre mondiale, la paix défraternisée, les Anglais, pas les Anglais, les Écossais, les Français, les Allemands se tirent dessus. Finalement, par le chant religieux, ils décident de faire une trêve circonstancielle et finalement ils décident de s'unir le temps d'une messe, qui est d'une beauté avec l'Ave Maria encore une fois. Alors on pourra me dire que là-dessus je suis d'une nostalgie terrifiante, mais je dirais quant à moi que ça me touche dans ce que j'ai de plus intime, sans savoir quoi faire de ça. Merci beaucoup. Prochaine et dernière question. Bon, est-ce qu'il aurait mieux valu de ne pas avoir de bloc à Ottawa? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Retour aux politiques. Je crois qu'on ne réécrit pas l'histoire avec des hypothèses semblables. En 1990, après la négation grossière des droits du Québec, avec l'échec de Meach, les députés conservateurs et quelques libéraux là-dedans à Ottawa qui ont décidé de fonder le Bloc ont justement fait un geste qui relève de l'honneur national. Ils sont admirables pour ça. Le problème, c'est que l'indépendance a échoué en 1995. Donc le Bloc qui était là s'est institutionnalisé. D'abord, naturellement, comme on annonçait un 3e référendum pour bientôt, ensuite comme le défenseur de nos droits, mais c'est à ce point institutionnalisé qu'il est devenu à certains égards l'huile du régime canadien. C'était la soupape par laquelle passaient les insatisfactions québécoises, et le Bloc, s'institutionnalisant, normalisait le régime fédéral au Québec. Donc c'est non de la réponse. C'est pas non, parce que... Pour moi, c'est non. D'après ce que vous dites, ça veut dire non, parce que votre question, vous demandait est-ce qu'on n'aurait pas dû le créer. En 90, il fallait le créer, évidemment. Ça aurait été mieux de ne pas l'avoir. OK, mais on ne réécrit pas l'histoire comme ça. Ça aurait été mieux aussi de pas plein de choses dans l'histoire. C'est-à-dire... l'histoire ne se réécrit pas en multipliant les si. C'est-à-dire en 90, si je suis en 90, et par je ne sais quel malheur, je suis député conservateur à Ottawa, il y a un peu de chance, je suis au NPD, eh bien, je fonde le Bloc avec d'autres. Et puis, le même homme, en 2007, en 2008, se dit, le Bloc a trop duré, mais qu'est-ce qu'on fait? On décide de le tuer, on met la clé dans la porte. C'est difficile pour quelque chose qui existe de mourir volontairement. Alors, un parti n'étant pas porté vers le suicide, la harakiri, les Québécois s'en sont chargés pour lui. Moi, je pense qu'il aurait été mieux de concentrer la bataille d'indépendance seulement au Québec. On n'aurait pas eu tous ces problèmes-là avec Mme Moriani contre la charte. Il y aurait eu moins de division, il y aurait eu plus d'unité. Ah ben, ce que vous nous proposez relève de la politique fiction. Ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas mon travail. Mais vous faites des hypothèses, vous, toute votre vie. Moi, j'en fais aussi. Parfait, oui, bien merci sûr. beaucoup. Merci. Donc, merci à tout le monde de vous être déplacés. Merci à la librairie Olivieri pour l'organisation de cette causerie. Et évidemment, oui. Et Mathieu est évidemment disponible pour signer plein de dédicaces.